Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux. On faisait le point un petit peu avant la réunion. Il y a 290 inscrits à cette conférence virtuelle. Donc, le sujet, je vous le rappelle, c'est la valorisation du CO2. C'est une conférence qui est organisée conjointement par le CTBM et je les remercie particulièrement, et le comité stratégique de filière sur les nouveaux systèmes énergétiques. Donc je me présente, je m'appelle Sandrine Vanef, je suis directrice du centre d'expertise sur les gaz renouvelables chez Engie et je suis pilote du groupe de travail sur l'épuration et la valorisation du CO2 dans le cadre du CSF, donc le comité stratégique de filière. Et avant de donner la parole aux intervenants, je vais vous présenter rapidement le CSF pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, comme je le disais, c'est un contrat entre l'État et l'ensemble des acteurs de la filière. Le CSF dont nous parlons s'intitule Nouveaux systèmes énergétiques et nous sommes, nous, sur l'axe de méthanisation. Le but de ce contrat entre l'État et la filière, c'est de rendre la méthanisation compétitive à l'horizon 2030. Donc en créant simultanément une offre technologique industrielle en France. Et donc côté filière, nous avons plusieurs groupes de travail avec des actions et des livrables. Nous faisons partie du groupe de travail industrialisation dans lequel nous avons, je pilote donc le groupe de travail sur l'épuration et la valorisation du CO2. Et côté État, il y a un engagement en termes de soutien et d'accompagnement pour arriver aux objectifs fixés. Donc, je vais passer la parole à Alice Lostis du CTBM qui va vous retracer un petit peu l'historique de la valorisation du CO2 et les travaux qui ont été déjà engagés et la suite. Merci Sandrine. Donc, après moi, vous pourrez entendre Jackie Bonin du bureau d'études Astrad qui parlera des différents usages du CO2 et des technologies qui permettent de le purifier. Et ensuite, Bastien Prat de GRDF qui vous présentera un des travaux du CSF, la calculette de sensibilisation pour déterminer si un projet de méthanisation a intérêt ou pas à s'engager dans la valorisation du CO2. Je dirige le CTBM, donc qui organise des webinaires à peu près tous les mois depuis bientôt un an, le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation, qui fait partie de l'AT2E, Association technique énergie environnement, et qui a vocation à rassembler les acteurs de la recherche sur la filière méthanisation en France pour faciliter les échanges dans la communauté de recherche, mais aussi avec les industriels, et la diffusion des connaissances, aussi bien aux professionnels de la filière qu'au grand public. Donc ça passe par exemple par ces webinaires qui sont ouverts au public et enregistrés pour diffusion ultérieure sur YouTube, et par le site internet infometa.org que vous pouvez librement consulter, qui a des fiches thématiques sur les différents sujets liés à la méthanisation et à ses impacts, et qui est rempli de façon collaborative et évolutive par les experts du réseau du CTBM. Comme vous pouvez le voir, ce réseau s'étend sur tout le territoire avec des chercheurs dans différentes spécialités, aussi bien les bioprocédés que les sujets d'agronomie et les études d'émissions gazeuses ou l'économie de la filière. Et donc, nous avons le soutien de l'ADEME depuis la création du CTBM en 2019. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et nos différentes publications sur le site internet, page at2e.fr, page CTBM. Le sujet dont je vous parle aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est donc la valorisation du CO2 de méthanisation. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le biogaz contient en effet 40 à 45% de CO2 qui est actuellement généralement rejeté à l'atmosphère. Donc c'est du CO2 biogénique, c'est-à-dire qui vient de matières ici captées par les animaux ou les plantes durant leur croissance dans l'atmosphère. Et le fait de le relarguer ne constitue pas d'émissions de fossiles, contrairement aux hydrocarbures fossiles. En revanche, comme ce flux est relativement riche, puisqu'il contient toujours plus de 90% de CO2, parfois plus de 99%, c'est relativement simple d'en faire un produit commercialisable et dans des quantités qui sont, on va dire, gérables, même si relativement petites par rapport à d'autres sites de production, puisque
1 normomètre cube par heure de biométhane représente 1,2 kg par heure de CO2, puisque là où on considère que le biométhane, là où on le calcule en normomètre cube par heure, on va calculer le CO2, l'unité plutôt en tonnes par jour. Donc, il faut faire un ratio en masse. Là, l'équivalence, c'est une règle, un ordre de grandeur pour se rendre compte des quantités que peut faire une unité de méthanisation, si tel est votre projet. Ce qu'on peut voir sur le schéma qui est représenté ici, qui a été adapté par GRDF à partir d'autres travaux, c'est qu'on va on va utiliser le gaz de purge qui sort de l'épuration du biogaz pour le valoriser soit sur place, soit ailleurs, avec des canalisations ou un transport par camion, en parallèle finalement de l'injection en réseau du biométhane ou de l'usage du gaz du biométhane sur place en carburant ou autre. Et cet usage du CO2, elle correspond à différents secteurs. Vous pourrez voir avec la présentation de Jackie Bonin par la suite. Donc c'est quelque chose, c'est une matière qui n'est plus seulement un déchet. Et le fait de faire ce produit supplémentaire, ça permet d'améliorer, si tout va bien, l'équilibre économique des installations des unités de méthanisation, ce qui est relativement avantageux dans les périodes où on réduit le tarif d'achat du biométhane est en baisse. Et ça permet aussi, par le filtrage qui est fait, de récupérer du méthane supplémentaire pour le réinjecter avant épuration et donc de perdre le moins possible de méthane, donc d'augmenter le chiffre d'affaires même de la partie vente de biométhane. Et enfin, ça permet quand même d'éviter une émission de CO2 puisque derrière, il va être utilisé en substitution d'une autre ressource. Donc, ceci, c'est le principe. En pratique, le marché du CO2 de méthanisation. Le marché du CO2 en France actuellement, c'est un peu plus d'1 million de tonnes. C'est un marché qui est actuel, donc qui est amené à évoluer dans les prochaines années, probablement plutôt à la hausse du fait de développement de nouveaux usages, dont on ne parlera pas beaucoup aujourd'hui, par exemple le méthanol comme vecteur énergétique ou la méthanation en liaison avec l'hydrogène. Pour la méthanation, je vous renvoie toujours sur le site de la T2E vers le séminaire organisé par le Club Power to Gas, donc un de mes collègues, qui fait le point sur ces technologies et leur potentiel. Donc, ce million de tonnes, il est assuré aujourd'hui par deux types principaux d'unités de production, soit des unités de production de CO2 qu'on appelle conventionnelles, à partir de reformage de gaz naturel, souvent en parallèle ou en parallèle de la production d'ammoniac, donc essentiellement pour des engrais adaptés, soit sur des unités, donc les triangles verts, où on capte en fait le CO2 issu de la fermentation d'alcool, notamment de biocarburants. Aujourd'hui, les calculs estimés pour la production de biométhane de 2020, 2,2 TWh, ça correspond à 240 000 tonnes de CO2 biogénique. Donc, on est en dessous du marché total. En revanche, ce qui compte, c'est de remarquer qu'on va avoir des enjeux de logistique très importants pour le CO2. Le conditionnement et le transport peuvent représenter plus de la moitié du prix de vente une fois arrivé chez le client. Ce qui fait que le prix de vente est très variable, de 50 à 200 € la tonne selon où on situe, la durée du parcours et la distance au point d'approvisionnement le plus proche. Enfin, le principal intérêt, vu la taille de nos unités, on va être en ordre de grandeur à quelques tonnes par jour, ça va être plutôt de faire du circuit court local, donc d'aller chercher un client à 2, à 5, à 20 km, 30 ou 50, ça commence déjà à faire beaucoup, qui a du mal à s'approvisionner auprès des distributeurs classiques, soit parce qu'il est très éloigné d'un point de production, soit parce qu'il a des besoins qui sont plus compliqués à suivre. Et l'avantage de ces circuits courts, c'est que de trouver un client qui va mieux correspondre, soit en termes de saisonnalité des besoins, soit en termes de quantité, à la production d'une unité de méthanisation qui va être relativement constante au fil de l'année. L'intérêt pour le client, c'est d'avoir un flux assuré parce que typiquement pour l'usage en serre, le marché est trop volatile et trop cher pour eux. Par exemple, cette année, les serres ont été très peu approvisionnées en CO2 liquide puisqu'il y a eu une grosse demande sur le CO2 solide pour refroidir les vaccins à ARNM contre le Covid. Donc, c'est typiquement ce genre d'usage avec lequel les serres peuvent être en concurrence. Usuellement, c'est plutôt l'industrie des boissons gazeuses. Mais ça crée une volatilité de marché qui n'est pas forcément confortable, notamment dans le monde agricole. Ensuite, ce marché se définit aussi avec différentes qualités. Donc, 3 qualités principales, 2 qui relèvent de l'alimentaire
et qui écrasent le marché, avec beaucoup d'impuretés qui sont recherchées et une forme liquide, et une qualité qu'on va qualifier globalement industrielle, qui correspond en fait à des besoins spécifiques selon les process, où on ne va pas rechercher les mêmes impuretés selon les besoins. Et dans ce cas-là, il faudra vraiment s'adapter à la demande du client qu'on a pu trouver à proximité. Jackie Bonin, dans la présentation suivante, vous détaillera un peu plus les usages possibles dans la qualité industrielle. Et le plus important qu'il faut en retenir, c'est que dans les différents transports qui peuvent être utilisés, que ce soit sous forme gazeuse, sous forme liquide ou sous forme superphétique, les véhicules ou les canalisations vont être dédiés à une qualité donnée. On ne va pas mélanger, on ne va pas nettoyer à chaque fois les véhicules quand c'est un véhicule. Et du coup, ça pose une contrainte assez forte. Il faut que ce soit relativement homogène si on s'adresse à différents clients ou si on s'adresse à un client qui a différents approvisionneurs. Sinon, on se retrouve à investir dans un camion différent et ça va un peu compliquer les choses. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à s'intéresser à ce sujet? Je vous ai déjà dit un peu quel était l'intérêt pour une unité de méthanisation donnée de valoriser son CO2. Ça fait un moment déjà que la filière s'interroge sur la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre en général et de CO2 en particulier, et notamment l'enjeu d'avoir un revenu complémentaire pour compenser la baisse des tarifs de vente du biométhane et du biogaz. En pratique, le sujet a été particulièrement actif depuis 2 ans, puisque la première unité de valorisation du CO2 de méthanisation a été mise en service en octobre 2020, la Métatrail. Jackie vous en parlera un peu plus. Et il y a 2 groupes de travail qui sont actifs dessus, donc le GT que j'ai animé au sein du CTBM depuis mi-2019 et le CSF qui a commencé ses travaux toute fin 2019. Je vais vous les détailler un peu plus par la suite. Et il y a aussi des travaux à l'échelle européenne, à travers l'Association européenne du biogaz, où je représente donc le CTBM, pour favoriser des réglementations qui soient plus aptes à encourager la valorisation de ce CO2. Puisqu'à l'heure actuelle, il y a très peu d'éléments sur ce thème et il n'y a aucune réglementation dédiée vraiment à la valorisation de ce CO2 issu de méthanisation. Donc le GT du CTBM sur la valorisation du CO2, c'était le premier, puisque le CTBM avait débuté quelques mois auparavant. Et j'y ai coordonné le travail de 64 membres, donc adhérents du Club Biogaz, structure dont fait partie le CTBM, pour des réunions mensuelles entre juillet 2019 et mars 2020. Et nous avons publié en septembre 2020 un guide technique qui vise plutôt les porteurs de projets, mais aussi les bureaux d'études qui les accompagnent, qui est librement accessible sur notre site internet. Je vous mettrai le lien dans le chat une fois que j'aurai fini ma présentation. Et ce guide reprend essentiellement une présentation du marché français, donc un peu ce que j'ai fait juste avant, mais aussi les principales technologies, comme va vous le présenter Jackie par la suite, et les différents modèles d'affaires envisageables pour une unité de méthanisation, entre s'adresser à un distributeur pour qu'il fasse la commercialisation, faire une valorisation sur place ou aller chercher un client directement, avec à chaque fois les questionnements qu'il faut avoir en tête et les ordres de grandeur. GT a fini ses travaux avec la publication du guide et un autre a pris le relais au sein du CSF, donc comme le disait Sandrine. Et Sandrine, tu veux présenter plus précisément les travaux ou c'est moi là, j'ai oublié? Oui, je vais présenter les travaux, mais d'abord, je vais peut-être relayer quelques questions qu'il y a dans le chat. Donc, il y a eu des réponses en direct pour une partie. Par contre, il y avait une question de Jean Bernard. Sous quelles conditions de pression, température, quantité le CO2 est-il transporté vers les clients? Alors, c'est variable. Le plus souvent, c'est sous forme liquide dans des camions citernes parce que ça permet la meilleure compacité. Et dans les canalisations, ça va dépendre du débit et des volumes engagés. Ça peut être fait sous forme gazeuse dans les canalisations. C'est quelque chose qui est plus rare, donc on va dire qu'il y a moins de standards et d'habitudes là-dessus. D'accord. Il y a plusieurs questions, disons, débat autour de la quantité de CO2 qui est valorisée, produite, etc. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les échanges. Il y a eu des professionnels qui sont présents, merci beaucoup, qui ont répondu en live. Donc, effectivement, il y a des réponses qui sont assez variables. Si vous avez d'autres questions qui vous arrivent en cours de route, n'hésitez pas à les noter, à les passer dans le chat. On pourra revenir sur vos questions un peu plus tard.
Donc dans l'immédiat, je vais présenter donc juste rapidement effectivement le groupe de travail que je dirige sur l'épuration et la valorisation du CO2. Donc les deux, je les rappelle, c'est établir les bases d'une standardisation pour l'épuration du biogaz, à la fois en termes de spécifications et d'offres, dont l'objectif est vraiment d'arriver à baisser les coûts en CAPEX, OPEX et coûts annexes. Donc typiquement, c'est par exemple dans le cadre du guide qu'on est en train de produire sur l'épuration, c'est de dire ce qui se fait, ce qui se fait pas en standard vis-à-vis de, par exemple vis-à-vis des demandes qu'on peut avoir auprès de constructeurs, de façon à éviter, par exemple, des surcoûts avec des demandes qui ne sont pas cohérentes avec le standard industriel d'un constructeur. Donc ce genre de demande fait toujours augmenter les coûts et quelquefois de façon significative. Donc savoir, c'est aussi limiter les coûts en CAPEX, OPEX. L'un des objectifs aussi, c'est donc d'évaluer l'intérêt des valorisations complémentaires et notamment le CO2. Donc là, Alice vous a présenté le contexte. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a travaillé. Donc on va produire également, c'est en cours de révision, un autre guide concernant donc qui prend le relais de ce qui a déjà été publié par le CTBM, mais qui va un petit peu plus en détail dans les technologies, dans les spécifications, etc. Donc un guide pour la valorisation du CO2 pour permettre des consultations d'entreprise, par exemple. Et on a un objectif de baisse de coûts qui n'est pas évident à mesurer, je le reconnais, mais qui sera surtout en fait pour les porteurs de projets, hein, d'arriver à baisser leurs coûts pour avoir toujours une installation qui soit intéressante et rentable pour eux. Donc on va avoir aussi en livrable donc un catalogue des offres d'épuration, biogaz et purification, donc sur le marché français. Une calculette d'aide à la décision, je précise bien, c'est pas une calculette qui va vous permettre de définir de façon certaine la rentabilité de vos projets, mais qui va vous permettre d'évaluer la possibilité d'un marché pour votre CO2. Donc ça, c'est Bastien qui va vous présenter. On a aussi des analyses de flux gazeux donc sur Metatrail qui sont en cours, donc avec Jackie Bonin d'Astrad. Et donc tout ce travail-là est fait vraiment avec l'ensemble de la filière. Vous pouvez voir un certain nombre de participants, je ne sais pas s'ils y sont tous, mais il y a la T2E bien sûr, il y a les grands acteurs des réseaux gaziers. Nous avons aussi des transporteurs, des fournisseurs de CO2 liquide qui sont Air Liquide et Nippon Gases dont on remercie vraiment la participation, et évidemment les fournisseurs de solutions d'épuration qui agissent sur le territoire. Je ne vais pas tous les citer puisque vous les avez dans la liste des participants, mais voilà, on a vraiment fait un gros travail tous ensemble depuis fin 2019 et normalement tous les livrables devraient être terminés avant la fin de l'année. On vous en parlera un petit peu plus tard. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet-là, sinon on peut passer à la suite. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc je vais passer la main à Jackie Bonin d'Astrad. Bonjour à tous. Donc, je suis Jackie Bonin, je préside le bureau d'études Astrad. Nous sommes un bureau qui a été créé il y a une vingtaine d'années, qui est spécialisé en méthanisation et déjà depuis quelques années en valorisation des produits issus de la méthanisation et notamment la filière BioGNV et la filière CO2 depuis aussi quelques années, même si les réalisations sont récentes. On intervient donc essentiellement en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage à toutes les étapes des projets, donc que ce soit des projets de méthanisation, des projets de stations bio-GNV ou GNV ou des projets de valorisation du CO2.
Et on a commencé à travailler sur le CO2 il y a déjà pas mal d'années, il y a 5 ans, pour s'intéresser déjà à comprendre le marché, à comprendre les besoins et comprendre le lien qu'on pourrait faire entre la valorisation du CO2 du biogaz et les usages et les besoins des clients et les contraintes du marché. Et on a bénéficié aussi dans cette démarche de notre expérience de liquéfaction du biométhane que nous avions fait à Métabray dans le 41 pour transporter vers un point d'injection du biométhane. Donc d'un point de vue technique, il y a évidemment de grandes similitudes. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé effectivement à accompagner le premier projet qui s'est installé en France en valorisation de CO2, dont on a parlé, Métatrail, sur lesquels donc que nous avons accompagné pour réaliser le dimensionnement, l'implantation, l'appel d'offres pour choisir le constructeur et le suivi de travaux jusqu'à la réception des installations. On a une deuxième unité en construction qui sera mise en service en janvier 2022. Il y en a d'autres qui arrivent, on en a plusieurs en développement, mais effectivement, ça prend un peu de temps pour mettre tout ça en place. Et on en reparlera peut-être, mais effectivement, c'est lié à une certaine complexité malgré tout de ce marché du CO2 où il faut mettre en lien l'utilisateur et le producteur de l'autre côté. Alors, concernant les usages de CO2, je ne vais pas vous dresser le catalogue exhaustif de tous les usages. Le CO2 a des applications extrêmement variées dans plein de domaines et dans tous les domaines de l'économie. Si on résume ça aux 3 grands domaines, agriculture, industrie et services, avec des volumes de consommation par site consommateur qui sont extrêmement disparates, puisque ça va de moins d'1 tonne à plusieurs dizaines de milliers de tonnes par consommateur. Et donc, on a une situation extrêmement variée. Et le CO2 s'utilise en mettant à profit les propriétés de ces 3 états physiques, qu'ils soient à l'état gaz, à l'état liquide ou à l'état solide sous forme de glace carbonique. Et donc, ce sont ces propriétés physiques et physico-chimiques qui sont utilisées, mises à profit dans des usages extrêmement variés. La forme liquide, il y avait une question là-dessus. En général, l'ordre de grandeur, c'est la forme, c'est moins 20 degrés à 20 bars, qui est la forme dédiée au transport par route. Évidemment, les réseaux peuvent se faire, mais sur de courtes distances. Et dès qu'on aura besoin de transporter le CO2, il faudra atteindre l'état de liquéfaction, donc sous ces critères de pression-température. Selon les usages de ce CO2, évidemment, les exigences de qualité peuvent être très différentes et ce qui peut évidemment avoir un impact majeur sur le choix de la technologie de production du CO2 à partir d'un gaz de purge d'un méthaniseur pour atteindre donc la qualité qui est demandée. Alors, en résumé, les principaux usages sur lesquels nous travaillons, la première catégorie, ce sont les usages à caractère agricole, on va dire. L'objectif étant là d'optimiser la photosynthèse. La concentration du CO2 dans l'atmosphère est un facteur limitant de la photosynthèse dès lors que tous les autres facteurs du fonctionnement de la plante ou de l'algue ne sont plus limitants. C'est-à-dire que la plante est correctement hydratée, nourrie, éclairée, etc. Et donc, pour optimiser la production agricole, dans des conditions évidemment contrôlées, pas à l'extérieur, en culture sous serre, on va injecter du CO2 supplémentaire pour améliorer le rendement de la photosynthèse. Donc, l'ordre de grandeur, là aussi, ce sont des ordres de grandeur, il y a des grandes variations, mais la consommation est de 100 à 300 tonnes par hectare et par an de serre, avec une saisonnalité très marquée, en fonction aussi du schéma de fonctionnement de la serre, et des très fortes disparités régionales liées simplement à l'implantation de ces cultures qui n'est pas également répartie sur l'ensemble du territoire. L'optimisation de la photosynthèse par addition de CO2 peut être aussi utilisée pour améliorer la production d'algues, que ce soit pour l'alimentation animale, humaine ou voire pour la production de biocarburants. C'est plutôt utilisé en photobioréacteur, en bassin ouvert où la concentration en CO2 n'est pas nécessairement un facteur limitant. Les autres usages, si on continue en aval de l'agriculture, dans les usages agroalimentaires, il y a quelques usages en abattoir pour l'étourdissement des animaux avant leur abattage. C'est utilisé dans certains abattoirs, notamment sur les porcs.
à ma connaissance, pas pour les bovins et rarement pour les volailles. Bon, ça reste une petite utilisation du CO2. Dans le conditionnement alimentaire sous atmosphère protectrice, évidemment, l'utilisation des qualités de froid pour faire de la surgélation ou de refroidir une matière pour procéder à un broyage en conditions cryogéniques, donc ce qu'on appelle le cryobroyage, qui peut être utilisé par exemple pour certains fruits secs. L'usage très important du CO2, notamment donc sous forme liquide, c'est la gazéification de boissons, et on va retrouver dans la catégorie boissons également l'utilisation de CO2 pour minéraliser de l'eau potable. Et donc on s'aperçoit, que dans ces usages agroalimentaires, on va se retrouver dans des niveaux variés de contact avec la denrée alimentaire, du simple contact avec l'animal encore vivant jusqu'à l'incorporation dans l'aliment du CO2, et donc évidemment ça impacte également les exigences strictes de qualité. Dans l'industrie non alimentaire, on va retrouver l'utilisation de CO2 dans certaines activités de la chimie, le CO2 étant utilisé comme réactif, comme un produit dans des réactions chimiques pour des combustibles, des matériaux ou de la chimie fine. Il peut être utilisé comme agent d'expansion aussi pour fabriquer des matières chimiques expansées comme le polyuréthane, et utilisé également pour l'inertage. Où là, il se retrouve évidemment assez facilement en concurrence avec l'azote gazeux. Tous ces usages peuvent aussi être, bien entendu, sont en concurrence avec d'autres solutions où également, il faut bien comprendre qu'une partie, ça a été cité dans les réponses, une partie du CO2 utilisé peut être aussi autoproduit, récupéré sur le site, notamment en chimie, et donc ne conduit pas nécessairement à l'achat de CO2 liquide par l'industriel. En métallurgie, on va retrouver aussi des applications très variées pour tout ce qui est autour des métiers de l'acier, et évidemment tout ce qui va être l'assemblage des aciers, les utilisations en soudage, en nettoyage, en départiculage pour la préparation des pièces à assembler. On retrouve aussi quelques usages en traitement d'eau usée pour la correction de pH sur des effluents industriels. On va retrouver ça parfois sur des laiteries, sur des blanchisseries, donc des niches en traitement d'eau usée qui ont besoin d'une correction de pH, et où là aussi il y a d'autres façons de corriger le pH avec d'autres réactifs. Évidemment, le CO2 n'est pas une solution universelle. D'autres applications extrêmement diverses, ça va du remplissage d'extincteurs, l'utilisation évidemment du CO2 comme réfrigérant, comme gaz propulseur, et puis pour ses effets visuels, on va dire, utilisés en événementiel. Juste un petit mot sur les usages de la version solide, de la glace carbonique. C'est évidemment utilisé pour la conservation à très basse température. On vient d'en parler sur l'utilisation de CO2 qui s'est évidemment développée pour le transport des vaccins à des niveaux de température très bas, le transport frigorifique notamment pour les containers aériens, et l'utilisation de la glace carbonique pour faire du cryodécapage ou cryosablage, c'est-à-dire la projection de cristaux de glace carbonique qui permettent donc de réaliser ce décapage. Donc on comprend qu'il y a beaucoup de secteurs d'application avec beaucoup d'usages différents, ce qui va évidemment induire des niveaux de qualité très différents. Et pour un méthaniseur, s'il souhaite commercialiser son CO2 dans diverses applications, il n'aura pas le choix que de prendre la qualité la plus exigeante comme référence, puisque on pourra difficilement gérer différents niveaux de qualité du CO2. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas mélanger les flux, et donc sous peine de contaminer entre guillemets une citerne ou un réseau, et donc il faut bien prendre ça en compte et ne pas forcément aller chercher des niveaux de qualité qui représentent qu'un faible volume. Schématiquement, donc, 3 niveaux de qualité peuvent être envisagés. L'utilisation du gaz de purge en l'état, on va dire. De mon point de vue, ça reste à considérer avec beaucoup de prudence.
dans le sens où on ne peut pas ignorer le risque ATEX totalement, selon l'utilisation qui pourrait être faite à l'état gazeux de ce gaz de purge, étant donné qu'il reste du méthane, que ce méthane peut se séparer physiquement du CO2 dans les conditions d'utilisation et créer ponctuellement des risques. Le premier niveau de purification du CO2 consiste à séparer le méthane sans trop s'adresser aux autres composés secondaires. Et le troisième niveau de traitement de ce CO2 sera une purification pour une élimination quasi totale des COV et autres contaminants. Et donc, ce qui va supposer évidemment une chaîne de traitement un petit peu plus complexe. J'ajoute que l'usage alimentaire, au moins au sens de l'additif E290, peut s'envisager. On est en train de travailler sur ces sujets-là, mais on a besoin d'un approfondissement de nos connaissances pour sérieusement garantir ce niveau de qualité. J'en reparlerai tout à l'heure sur le travail que nous faisons sur le site de Metatrail. Alors, donc concernant cette qualité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité des gaz de purge aujourd'hui est quand même encore très mal connue, à un niveau de précision qui est souhaitable pour valoriser le CO2, notamment si on veut aller vers des puretés très élevées, voire extrêmes. Donc, dans le cadre du sous-GT, épuration du biométhane et valorisation du CO2, comme le disait Sandrine tout à l'heure, on a une partie de nos travaux qui consiste à utiliser le site Metatrail comme évidemment base de travail sur lequel nous avons lancé 3 campagnes d'analyse complètes et détaillées avec un screening des composés traces. Sur ce site, donc, les technologies sont utilisées, c'est une épuration membranaire puis une distillation cryogénique dont je reparlerai tout à l'heure pour purifier le CO2. Et schématiquement, le travail consiste à échantillonner et analyser en 5 points du procédé. Ce que l'on veut, c'est comprendre le comportement, le contenu déjà en composés traces et leur cheminement, leur comportement aux différentes étapes du traitement pour essayer de prédire où se séparent les composés traces et évidemment observer ce qui reste à la toute fin dans le CO2 liquide comme composés traces et en particulier ceux qui pourraient éventuellement présenter un risque pour des applications à caractère alimentaire. Donc je précise évidemment que ça va de soi que ce travail-là est un travail préliminaire, il ne sera pas suffisant pour tirer des conclusions définitives et qu'il est forcément lié à la technologie utilisée, que d'autres technologies ne donneront pas forcément évidemment les mêmes résultats. À ce stade, on a fait 2 campagnes sur les 3, les résultats seront disponibles à l'automne, on a besoin encore d'un peu de temps pour interpréter tout ça et publier tout ça. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que les premiers résultats sont plutôt très satisfaisants, en tout cas à la fois avec une installation qui fonctionne parfaitement bien et des éléments qui nous permettent de commencer à comprendre comment se comportent justement ces composés traces au fur et à mesure du traitement du CO2. Alors, en termes de technologie pour justement passer du gaz de purge au CO2 liquide, alors évidemment là, on se place dans le contexte où on valorise le CO2 par transport de type camion, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas d'une valorisation in situ ou à proximité, par exemple, d'un consommateur qui serait de l'autre côté de la route et qui pourrait l'utiliser sous forme gazeuse. Là, on se place dans la situation où on veut produire un CO2 liquide, type CO2 industriel, on va dire, et donc le purifier, le liquéfier pour atteindre la meilleure qualité possible. Donc, 3 technologies peuvent réaliser ce travail, la cryodistillation, l'adsorption par solvant et le PSA, le Presage Fluid Adsorption. Dans tous les cas, si on veut atteindre une bonne qualité, le pré-traitement du off-gaz est indispensable pour éliminer un certain nombre de COV et les composés soufrés, diminuer encore le point de rosée et donc éliminer de la vapeur d'eau
et avec un focus très particulier et très important sur les huiles. À chaque fois qu'on compresse de l'huile, selon les technologies de compresseurs utilisées bien entendu, on peut avoir des contaminations d'hydrocarbures et donc il faut évidemment s'attacher à traiter éventuellement ces traces d'hydrocarbures. Pour la cryodistillation et le PSA, de toute façon, techniquement, le pré-traitement est strictement obligatoire. Comme le disait tout à l'heure Alice, donc effectivement, le fait de pouvoir purifier le CO2 va permettre, en règle générale, de pouvoir récupérer le méthane qui était dans le gaz de purge et donc de le recycler en tête du procédé, dans le gazomètre de préférence, c'est le plus simple, pour optimiser la récupération du méthane et l'injection du biométhane. La technologie la plus courante et de très loin, c'est la cryodistillation. Le principe étant que le CO2 s'évapore à une température plus haute que le méthane et que les autres composés du gaz de purge. Et donc, on liquéfie le CO2 et en même temps, donc, via une colonne de distillation, on va récupérer la partie liquide en bas de la colonne et le ciel gazeux qui va se constituer en haut de la colonne, en jouant sur ce gradient de température, va être récupéré et pour être recyclé sur ce qu'on appelle le gaz enrichi ou qui contient le CH4 résiduel. Schématiquement, donc évidemment, la distillation, la cryodistillation prend une source de froid, demande une source de froid. La chaîne d'équipement classique, c'est un filtre charbon actif. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument enlever toutes les traces, notamment des soufrés qui sont des polluants qui vont venir gêner le bon fonctionnement de la colonne. Un compresseur et avec donc associé à un séchage de gaz et un groupe froid, évidemment, une colonne de distillation, un condenseur et évidemment, à la toute fin, comme pour tous les systèmes, une cuve de stockage cryogénique pour stocker le CO2 liquide. J'ajoute aussi, j'en profite à ce stade-là pour ajouter qu'il faut systématiquement, dans ces installations, prévoir la gestion du boil-off, c'est-à-dire que dans une cuve de CO2, évidemment, il y a un ciel gazeux, il y a en permanence un passage de l'état liquide à l'état gazeux, et pour ne pas rejeter ce CO2 et ne pas le perdre, il est conseillé de le recycler sur l'installation de liquéfaction, et donc celle-ci doit être dimensionnée en conséquence, et donc avoir une marge de sécurité par rapport au flux nominal de CO2 de façon à pouvoir reliquéfier ce boil-off. La consommation d'électricité qu'on observe sur ces installations va de 0,2 à 0,3 kWh par kilo de CO2 produit. On peut récupérer totalement le méthane. Attention quand même à la concentration en méthane du gaz enrichi, puisqu'il va venir diluer, ce flux va venir diluer le biogaz brut si on remet ça dans le ciel gazeux du digesteur. Et puis on peut aussi, bien entendu, comme partout où on a de la compression, récupérer de la chaleur fatale si l'on veut. L'unité de Métatreil est conçue de cette façon-là. Elle a été installée par Verdemobile Biogaz pour une capacité de 260 kWh avec un usage sur des serres locales à quelques kilomètres. Malgré tout, on passe par la voie liquéfaction puisque c'était trop loin pour tirer un réseau. On peut aussi concentrer le CO2 d'un gaz de purge par absorption par un solvant, c'est la technique plus connue sous le nom du lavage aux amines, avec donc une colonne d'absorption à contre-courant et une désorption à chaud. Là, cette étape-là, contrairement à la solution précédente, est une étape de purification, évidemment derrière, qui se fait à basse pression, et donc là, il faut rajouter derrière l'étape de liquéfaction. L'intérêt de ce type de technique, c'est qu'on a un rendement d'absorption très élevé en général. Par contre, on aura aussi une consommation d'énergie thermique élevée pour la désorption, et évidemment, on peut avoir besoin de renouveler le solvant qui a en général une purge et donc pour lequel il faut faire un appoint. On ne connaît pas d'unité de ce type-là sur méthaniseur pour donc enrichir un gaz de purge issu de la méthanisation et de l'épuration du biogaz.
C'est la même situation dans le cas du PSA. Le PSA est bien connu en épuration du biogaz, il est utilisé couramment. Donc séparation du CO2 et du CH4 sur des colonnes par deux étapes, une étape d'adsorption et une étape de régénération. Là aussi, c'est une étape de purification. Il faut rajouter l'étape supplémentaire de liquéfaction. On est ici dans une situation de consommation électrique relativement élevée en associant les deux technologies, PSA puis liquéfaction, et ce qui dissuade un peu l'utilisation de cette solution sur un méthaniseur. Et personnellement, je ne connais pas d'unité sur méthaniseur en PSA qui traite des gaz de purge. Donc, en conclusion, peu de technologies malgré tout, peu de fournisseurs encore de procédés sur ce marché, même s'il y en a de plus en plus, ils s'intéressent de plus en plus à ce segment de marché. La cryodistillation semble quand même être la technologie qui se développe, qui prend le dessus largement. On comprend son intérêt, c'est un peu du 2 en 1 puisque on va assurer simultanément la liquéfaction et une partie de la purification, même s'il faut, comme je l'ai dit, avoir un pré-traitement avant la cryodistillation. Enfin, en tout cas, c'est fortement conseillé. Donc, le choix du process, évidemment, se fera en fonction de la qualité à atteindre. Et on s'attend, malgré tout, à une grande variabilité de la composition des gaz de purge. On conseille, lorsque c'est possible, de disposer, avant la conception du procédé, d'avoir des analyses de gaz de purge de façon à, évidemment, mieux connaître notre matière première et mieux cibler les technologies qui seront utilisées. En tout cas, les projets en cours, et notamment Metatrail, confirment la capacité à fournir un CO2 compétitif sous certaines conditions, bien entendu. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra être compétitif. Et dans le cas d'un usage local qui peut bénéficier d'un avantage sur le transport, et donc ce qui rentre évidemment dans l'équation économique, comme le disait tout à l'heure Alice. Ce qu'on sait aussi à ce stade-là, c'est que les économies d'échelle sont très importantes et ce qui tendra à défavoriser les plus petits méthaniseurs dans un marché où, à mon avis, inévitablement, ils se retrouveront en concurrence entre eux dans le cas où ils vont chercher des clients pour livrer du CO2 liquide. Évidemment, celui qui sera capable de le produire dans des conditions économiques plus favorables sera capable de proposer un CO2 meilleur marché et donc risque évidemment de remporter le marché par rapport à un de ses collègues qui sera dans des conditions économiques moins favorables. Voilà, je vous remercie. Je redonne la parole à Alice. Merci Jackie. Sandrine, si tu veux relayer quelques questions, n'hésite pas, je vois que certaines ont déjà eu leur réponse dans le chat. Oh, vas-y, je t'en prie. D'accord. Il y a une question sur la distillation. Habituellement, on parle de colonne de distillation. Là, le schéma montrait un conduit horizontal. Est-ce que ça, en pratique, sur les unités existantes, est-ce que ça existe ou est-ce qu'on est uniquement sur des colonnes? Ce sont des colonnes, oui, verticales. Merci. Et je regarde, mais je crois que c'était la principale question qui pouvait s'adresser en direct. Pour le reste, ah oui, est-ce qu'on a des références en Europe pour algues plus CO2 issues de méthanisation? Je crois que j'ai déjà vu des projets, mais je ne suis pas sûre d'avoir vu des unités. Jackie Non, je suis au même stade que toi là-dessus. C'est pas des choses sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Je n'ai pas d'éléments pertinents à fournir là-dessus. Je crois que Tempro Environnement avait un projet sur cet angle-là, mais c'était sur du CO2 issu de fumée avec une cogénération. Et algues for biométhane, il me semble que c'est plutôt sur la digestibilité des algues que sur le fait de les alimenter en CO2. Mais c'est possible qu'ils revalorisent le CO2 de biométhane. Alors, il y avait une question aussi sur les unités en construction qui seront mises en service en 2022. Je ne sais pas si quelqu'un a une visibilité là-dessus. Sur les unités de valorisation de CO2, tu veux dire? Oui, oui, oui. Donc, il y en a quelques-unes, effectivement, qui sont dans les tuyaux, si je puis dire. Nous en avons une en construction. Très honnêtement,
c'est assez long, assez délicat, assez difficile. Bon, le CO2 a un avantage, enfin, dans ce schéma-là, encore une fois, hein, on est un peu restrictif en parlant du CO2 liquide, purifié, etc. Il faut bien redire ça. Mais dans ce contexte-là, bon, c'est un avantage, c'est un module. Donc, on peut venir le greffer, évidemment, sur une méthanisation qui est déjà en fonctionnement, qui est déjà en activité. Par contre, ça reste des projets longs à développer parce qu'il faut se mettre en adéquation avec une clientèle, avec des utilisateurs, et c'est pas si simple que ça. La logistique est complexe et coûteuse, donc il y a tout un travail à faire pour on va dire aligner les planètes, que tout le monde y trouve son compte. Ce type de marché se développera dans la mesure où il y a un bénéfice réciproque. Il faut que le méthaniseur y retrouve un avantage économique. Et il faut aussi que le client en face, il ait évidemment un avantage. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il va rechercher. Sinon, il va rester dans sa situation actuelle. Et donc, c'est tout ce travail-là qui est souvent plus long que prévu. Donc, c'est ça qui est complexe. Produire 2000 tonnes de CO2 dans un endroit, peu importe, pose déjà la question du transport. On ne peut pas justifier la rentabilité d'un camion de transport sur 2000 tonnes par an. Ça ne marche pas. Le transport coûterait trop cher si je dois amortir mon véhicule sur seulement 2000 tonnes. Donc voilà, donc il faut travailler à des solutions effectivement de mutualisation. Voilà, alors les premières unités vont se faire inévitablement là où, entre guillemets, l'écosystème local est très favorable. C'est le cas de Métatrail. Métatrail, juste deux mots, c'est un des actionnaires, un des associés de Métatrail, deux des associés de Métatrail sont des serristes qui sont rentrés dans Métatrail au départ pour traiter leurs déchets de culture sous serre. Donc les plants de tomates qui sont finis en production, les écarts de tri de leur centre de tri, etc. Et c'est après qu'ils se sont intéressés, donc nous avons rencontré, etc. Et nous avons travaillé ensemble sur le CO2. Donc là, effectivement, on a un écosystème très favorable. Le serriste est à 5 km, il est associé à la méthanisation, tout le monde y trouve son intérêt. Bon, mais ce système-là n'est pas facilement reproductible, évidemment. On va trouver d'autres situations où il est facile de rencontrer ces conditions favorables. Et il y a beaucoup de situations où c'est beaucoup plus difficile et ça prend du temps. Mais on pourra le faire notamment sur des installations qui sont déjà en fonctionnement. Et d'ailleurs, ça a un intérêt aussi de le faire sur des installations déjà en fonctionnement. D'abord, ça diffère un capex supplémentaire, et donc c'est pas forcément facile pour un porteur de projet d'absorber tous les capex d'un coup, et notamment ce capex supplémentaire. Et d'autre part, ça permet d'avoir une maîtrise du calendrier, puisque dès qu'on va voir des clients utilisateurs, évidemment, une des questions, ça va être à partir de quel moment vous serez capable de fournir du CO2. Et si on est encore au stade du développement du projet avec tous les aléas que nous connaissons aujourd'hui sur le développement du projet de méthanisation, eh bien, on risque de ne pas être capable de lui fournir une date ou de lui fournir une date qu'on ne sera pas sûr de tenir. Et là, ça va déjà compliquer les discussions. Donc, c'est quand même, ça reste plus facile de le faire sur des installations qui sont en fonctionnement, sur lesquels on peut connaître la qualité des gaz de purge, et voilà, donc ça reste quand même la situation la plus facile. Merci Jackie. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite et il y aura à nouveau un temps d'échange à la fin des présentations. Oui, bonjour à tous. Je crois qu'il y avait encore pas mal de questions, mais peut-être qu'on les balayera à la fin parce que il y avait des questions intéressantes sur la CV de ce CO2, des choses comme ça. Mais on poursuit et on voit ça à la fin. Donc bonjour à tous. Donc je suis Bastien Prat, je travaille à la direction biométhane de GRDF. Donc voilà, on aide notre mission, c'est d'accompagner et d'aider le développement de la filière biométhane. Et à ce titre, on a pas mal de sujets R&D qu'on essaie de mettre en œuvre avec les acteurs de la filière. Et pour nous, c'était important de travailler au sein du CSF et de toutes les personnes présentes ici sur le sujet du CO2 qui est vraiment quelque chose qui peut apporter un complément de compétitivité sur le biométhane.
Donc là, on va vous présenter une calculette de sensibilisation à la valorisation CO2. Donc on dit bien sensibilisation, puisque en fait, il ne s'agit pas de fournir un outil de business plan, hein, loin de là. On ne va pas se substituer au rôle des bureaux d'études et des fournisseurs qui ont cette capacité d'évaluer le coût et la rentabilité d'un projet. Mais c'est plutôt un outil qui vise à donner des ordres de grandeur et une idée pour un méthaniseur, pour un porteur de projet, sur le fait de est-ce que c'est intéressant ou non aujourd'hui de valoriser mon CO2. Donc on va rester vraiment sur des ordres de grandeur. On fera une petite démo à la fin de cette calculette, mais là vous avez vraiment la visualisation. Juste pour vous montrer que l'objectif c'était, même si ça transparaît pas sur l'image, c'est que ce soit très simple d'utilisation, avec peu de paramètres à renseigner, pour avoir des résultats qui donnent un ordre d'idée justement à l'utilisateur. Donc vraiment l'utilisateur visé aujourd'hui, c'est les producteurs de biométhane ou les porteurs de projets d'unités de méthanisation qui s'intéressent à ce sujet et qui n'ont pas forcément envie de mettre un billet de 1000, 10 000 euros dans des études, etc., sans savoir s'il y a un vrai intérêt. Donc c'est vraiment une première étape pour se donner une idée. Forcément, un bureau d'études qui va utiliser la calculette et qui a des connaissances dans les coûts d'investissement sur la valorisation du CO2 va trouver tout un tas de critiques à faire sur cette calculette parce que forcément, on est sur des ordres de grandeur et on va pas représenter tous les cas spécifiques qu'on peut retrouver sur des projets ou la filière en général. Slide suivante. Donc, suite à ce qu'on vient de dire, effectivement, Alice et Sandrine l'ont bien rappelé, on est vraiment sur une calculette de sensibilisation. Vraiment, on insiste dessus, c'est pour ça que c'est en vert. C'est pas un business plan. L'idée, c'est de simuler des ordres de grandeur pour donner une idée, donc soit du prix de vente cible du CO2 en fonction d'un objectif de rentabilité, c'est-à-dire je me fixe à une rentabilité par rapport au CO2 que je suis capable de vendre et la calculette va me donner un ordre d'idée du prix de vente pour atteindre cette rentabilité. Ou je raisonne à l'inverse, c'est-à-dire je fixe un prix de vente du CO2, c'est-à-dire j'ai pu dialoguer avec des consommateurs potentiels, ils me disent aujourd'hui nous on est prêt à acheter du CO2 à tel prix, je fixe ce prix et je vois par rapport au coût, aux ordres de grandeur de coût d'une installation, quelle serait la rentabilité de l'investissement. Donc ça permet vraiment de donner une idée. Et donc les atouts, c'est que c'est une simulation rapide et facile. Je pense que l'atout principal aussi de la calculette, c'est que c'est intéressant pour simuler une sensibilité, c'est-à-dire en faisant varier quelques paramètres, on va voir qu'est-ce qui influe sur la rentabilité de l'investissement ou sur le prix final du CO2. Donc c'est vraiment en relatif que c'est intéressant. Et l'idée, c'est alors j'ai mis simule l'intérêt. Oui, c'est ça, de simuler aussi, c'est très important la calculette, de simuler l'intérêt de mutualiser les moyens de transport CO2. Jackie en a parlé, hein, mais les moyens de transport du CO2 par camion, c'est quand même des coûts assez importants. L'idée, c'est de transporter le plus, enfin de maximiser en fait le taux d'utilisation de ces transports. Et ça se fait en mutualisant, parce qu'aujourd'hui, on sait que les unités de méthanisation, en France, elles ont des tailles modestes. Donc, on a du tonnage de CO2 récupérable par an qui reste modeste par rapport à des unités conventionnelles. Donc, la mutualisation des moyens logistiques est vraiment un gain au premier ordre. Alors, les limites, on l'a dit, hein, c'est des résultats qui donnent des ordres de grandeur, donc ça à prendre avec des pincettes, avec des précautions. C'est vraiment l'avertissement qu'on peut vous donner. On couvre pas tous les cas particuliers. Par exemple, la calculette, elle permet pas, enfin, les paramètres qui sont rentrés ne sont pas compatibles avec les sites qui injectent dans des zones en gaz B, hein, dans les Hauts-de-France, puisqu'on a pris des compositions type hein, de off-gaz. L'unité de CO2 intégrée dès la conception d'un projet, forcément là on l'a pas simulé, on est plutôt dans la base de données sur des coûts qui concernent des projets qui viennent plugger une unité de valorisation du CO2 a posteriori. Donc ces cas particuliers on les a pas. Tout ce qui est, on va dire, référentiel EGA, qui impose des exigences notamment de qualité, surtout de traçabilité très importante, on peut pas le simuler, ces coûts, dans la calculette. On reste en fait sur une norme E290. Et puis, évidemment, ça se substituera pas, et jamais d'ailleurs, et c'est pas l'objectif, à une étude détaillée et à un business plan d'un bureau d'études ou d'un fournisseur. C'est juste une première étape. La suite, avant de vous faire une démo, je peux vous montrer les scénarios possibles qu'on peut faire avec cette calculette. Par exemple, scénario A, méthanisation agricole, 300 normomètres cubeurs de Cmax.
Donc, on considère un taux de CH4 dans le biogaz autour de 60%. Donc, on se retrouve avec un volume total de CO2 valorisable de 3000 tonnes par an. Donc, dans ce scénario, on fait l'hypothèse qu'on valorise 90% de ce volume via une distillation, la technologie de distillation cryogénique. Donc, pour avoir un niveau de pureté supérieur à 99%, qui va répondre à la norme 290. Du coup, on fait un transport par camion sur 20 km. Donc, 20 km, c'est la distance de l'unité de méthanisation au consommateur final. Et paramètre important de ce scénario, on mutualise le transport parce qu'on a un autre projet de méthanisation qui va valoriser également 1500 tonnes par an de CO2 et qui va utiliser également le même camion, le même moyen de transport. Sur l'investissement, on a un fonds propre autour de 50 000 € et une durée d'amortissement de 10 ans. Et là, dans ce scénario, on se fixe un objectif de rentabilité. Donc 6% de rentabilité sur le projet après impôt. Ça revient à un résultat net annuel de 10 000 €. Et en fixant cet objectif de rentabilité, on arrive en conséquence à un prix de vente qui peut être de 93 € par tonne de CO2, hors de vendeur. Scénario B, on est sur une plus petite méta, même paramètre, sauf qu'évidemment, en termes de volume de CO2 valorisable, on va plutôt être à 1500 tonnes par an. On valorise toujours 90%. Là, c'est un autre scénario, c'est-à-dire qu'on part sur l'idée de faire un transport très courte distance par canalisation de CO2, donc sur 5 km. Donc par canalisation, ça implique qu'on n'a pas besoin de liquéfier le CO2, mais du coup, ça implique qu'on n'a pas le même niveau de pureté du CO2, donc on va plutôt être supérieur à 98%, mais on ne sera pas au-delà de 99%. Et effectivement, point d'attention, Jackie l'a rappelé, on a le sujet du risque ATEX, parce que si on a toujours une part de méthane qui n'est pas retirée de ce CO2, faut pas que ça vienne créer des zones ATEX dans les serres, par exemple, dans ce cas de scénario. Là, sur la canalisation, on fait pas de mutualisation, c'est une canalisation point A, point B, où il n'y a qu'un seul méthaniseur qui injecte du CO2. Fonds propre de 20 000 €, toujours un amortissement sur 10 ans. Et là, on fixe un prix de vente, c'est-à-dire, par exemple, on allait dialoguer avec un sériste. Le sériste a dit, moi, je suis prêt à acheter autour de 110 € la tonne. On rentre ça dans le paramètre de la calculette et ça nous donne en résultat que le taux de retour sur investissement du projet est de 9%, donc avec un résultat net annuel de 23 000 €. Voilà les types de scénarios qu'on peut simuler et les résultats qu'on en obtient. Alors sur la slide suivante, et c'est vraiment l'atout premier de la calculette, au-delà des chiffres dans l'absolu qui ont un bon degré d'incertitude, parce que les données qu'on a mis dans la calculette, déjà vous imaginez bien qu'il n'y a pas 50 000 données disponibles parce qu'aujourd'hui il y a des projets qui valorisent du CO2 en France. On l'a rappelé, il y a que Metatrail. On a aussi pas mal de données, forcément, qui sont arrondies. On essaie de faire une calculette qui marche bien, donc il y a plein d'hypothèses qui sont prises. Donc voilà, c'est vraiment des ordres de grandeur. Donc ce qui est intéressant, c'est l'analyse relative, donc des analyses de sensibilité, et pas forcément les valeurs dans l'absolu. Et là, quand on fait des analyses de sensibilité sur le scénario A, par exemple, on voit que si on passe d'un transport, donc toutes choses égales par ailleurs, au lieu d'avoir 20 km de transport en camion, on a 100 km, le prix de vente, pour avoir toujours cette rentabilité de 6%, va passer à 95 €. Donc on voit que sur l'aspect transport, quand on reste dans une dimension locale, même si on passe de 20 à 100 km, l'impact est modéré. Par contre, deuxième analyse sensibilité, si on ne mutualise plus le transport, c'est-à-dire si on enlève le projet à côté qui faisait également 1500 tonnes de CO2, là tout de suite vous voyez que le prix de vente de CO2 s'envole, on passe à 114 € par tonne. Et troisième analyse, là on change le pourcentage de volume qui est valorisé, c'est-à-dire qu'au lieu de valoriser 90% du CO2, on n'en valorise que 50%, et là on tombe à 155 € la tonne de CO2. Donc, vous voyez bien qu'avec cette calculette, on peut facilement analyser quels sont les paramètres qui vont jouer et permettre de rendre mon projet rentable, en tout cas le plus rentable possible. Et on voit que la quantité de CO2 valorisée et l'aspect mutualisation jouent au premier ordre en fait sur le prix de vente cible le prix de vente résultant du CO2. Scénario B, même type d'analyse. On va par exemple changer ici la durée d'amortissement, on passe sur un amortissement plus long de 13 ans parce qu'on a plus de visibilité, on peut contractualiser à plus long terme avec son client. Et là, forcément, le taux de retour sur investissement du projet est plus intéressant, on est sur 12%. Par contre, si on augmente la canalisation, on passe de 5 à 10 km, les coûts forcément de canalisation, vous imaginez bien que c'est important. Là, dans la calculette, on est parti sur une hypothèse de 100 € du mètre linéaire. Dans la réalité, ça peut être optimisé en fonction des contraintes géographiques, en fonction de si on le pose en même temps que le raccordement biométhane dans la même tranchée. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent
optimiser ce coût. Aujourd'hui, on est parti sur 100 € du mètre, c'est une hypothèse, c'est majorant. Et on voit qu'on passe à 10 km, tout de suite, on est sur un TRI négatif, donc c'est un projet qui n'est pas rentable. Et pareil, si on passe à 50% de CO2 valorisé sur le potentiel total du valorisable, on est sur un projet non rentable. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec la calculette. Et avant de vous faire une petite démo, la dernière slide, c'est pour vous dire que, alors il y a eu quelques questions à ce sujet, mais on a convenu avec le groupe de travail du CSF d'héberger, donc c'est un fichier Excel aujourd'hui la calculette, mais on envisage de l'encapsuler sur un format plus applicatif, donc plus joli visuellement et plus ergonomique. Et on envisage d'héberger tout ça sur le site projetméthanisation.grdf.fr, parce que c'est un site qui est dédié surtout aux porteurs de projets et aux producteurs de biométhane, donc on pensait que c'était le bon endroit. Et sur le site du CTBM, vous avez une page dédiée aujourd'hui sur la valorisation du CO2 qui renverra vers cette page de projetméthanisation.grdf.fr où on retrouvera cette calculette. Donc l'idée, c'est qu'il y a un seul endroit où l'outil soit stocké pour éviter qu'il y ait des versions A et B qui circulent. Mais j'insiste, ça a vraiment été un travail collaboratif, cette calculette, par tous les gens du GT, même par des gens extérieurs pour quelques informations. Donc je remercie toutes les personnes qu'on peut aider au développement de cette calculette. Et je vous propose une petite démo. Alors je vais partager mon écran. Hop. Petit temps de latence. Alice, je te laisse me dire quand l'écran est visible. Encore là pour l'instant. Je vais couper ma caméra. Je vais juste couper ma caméra pour faciliter le flux. Alors, je pense que tu peux défaire et remettre parce que là pour l'instant ta beau être présentateur, on voit rien. Effectivement, il y a bon, ça rame pas mal. Pendant ce temps, il y a une question de Bertrand Guérin de l'AMF. Est-ce qu'on a fait un travail avec les représentants de séristes pour comprendre leurs besoins et leurs exigences? Alors, je pense que la question s'adresse. Alors, dans les différents GT, on ne peut pas dire qu'on ait travaillé avec des représentants de séristes. En revanche, le dialogue pour MetaTrace, je suppose, a été fait avec au moins le sériste qui était concerné. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur votre démarche, Jackie? Oui, on travaille avec tous les acteurs, y compris les séristes, et avec leurs organisations représentatives pour effectivement travailler ensemble. Avec les séristes, on a effectivement une situation de recherche de bénéfices réciproques. Comme il a été dit en début de cette session, les séristes sont un peu sevrés de CO2, notamment cette année, et donc évidemment sont les premiers intéressés à rechercher des solutions alternatives pour le futur. Donc ils sont demandeurs de CO2. Maintenant, ils ne sont pas demandeurs à n'importe quelle condition non plus. Il faut comprendre également que pour un sériste, il doit en général réinvestir chez lui, puisque le matériel dédié au CO2, en général, est du matériel de location qui lui est fourni par son fournisseur de gaz. Donc, il y a toute une démarche à engager. Alors, à la fois, et nous le faisons avec les représentations comment dire, les organisations représentatives des séristes, et avec après au cas par cas avec chaque sériste. Oui, évidemment, nous travaillons avec ces gens-là. Mais bon, je voudrais profiter de cette question pour ajouter sur le fait que on aura vite fait le tour des séristes avec du CO2 venant de la méthanisation. On ne peut pas se focaliser que sur ce segment de marché-là, même si effectivement il offre des solutions peut-être plus faciles que dans d'autres domaines, mais il n'y a pas que ça dans les usages du CO2. Et ça ne suffira pas. Merci Jackie. On va retenter une petite manip
Ouais, si tu peux essayer de reprendre la main et de me la redonner, parce qu'en fait, il est bloqué, hein, le partage. Là, j'ai un truc qui tourne, mais et si ça marche pas, tant pis, on fera pas la, on fera pas la démo. Hop, hop, partager votre écran. Voilà, je pense que c'est Alors, bon on a une maintenant. question. Oui, c'est très bien. À toi, Bastien. Voilà. Voilà, bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est un outil Excel. Excel, pourquoi? Parce que normalement tout le monde a plus ou moins Excel et est capable de l'ouvrir. Donc on met bien hein, tous les avertissements. Hein. Ce n'est pas business plan, encore une fois, on insiste. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être critiquées. Hein. Et on a un petit bouton ici. Donc on clique dessus, ça ouvre une boîte et tout se fait ici. Toute la saisie se fait ici. Donc là, c'est max du site. Le prix d'achat de votre biométhane, parce qu'effectivement, on prend en compte dans la calculette le CH4 résiduel qu'on peut réinjecter, hein, qu'on va récupérer du CO2 hein, qu'on purifie. Alors cette récupération de CH4, dans le cas où on fait de la canalisation, on la prend pas en compte dans le calcul, vous allez voir. Donc, allez, projet 150 nanomètres cubeur, 115 € par mégawattheure. Je vais voir si je peux zoomer un peu. Non, je pense que je peux pas zoomer, c'est pas grave. Débit of gaz traité, donc on est sur 100 nanomètres cubeur à peu près sur une installation qui est à 150 en Cmax. Donc ça nous donne automatiquement le CO2, le bio-CO2 valorisable, donc 27,4 tonnes par semaine. On parle en tonnes par semaine. Pour revenir par an, on est autour de 1500 tonnes par an. Donc là, on choisit le mode de transport. Donc et finalement, effectivement, ça va dépendre de votre contexte. Hein. Si vous avez un consommateur très proche, la canalisation, ça va être intéressant. Si c'est un peu plus loin, on peut passer par camion. Donc là, on peut par exemple simuler par camion hein, pour pas vous faire le même scénario. Et on peut rester dans un rayon de 50 km. Et on va dire qu'on va valoriser allez, quasiment 90%, donc 25 tonnes par semaine sur mes 27,4 tonnes que je peux produire. Et on va dire que j'ai un autre projet à côté de chez moi, un autre méthaniseur, qui fait à peu près la même taille que le mien. Donc on va dire qu'il est capable de valoriser 25 tonnes aussi par semaine, et avec lequel je vais mutualiser donc la boucle de transport. Données économiques, donc ça c'est des données fournies par la calculette à partir de données qu'on a. C'est des ordres de grandeur, encore une fois, c'est sûrement très critiquable, il n'y a aucun problème là-dessus. L'intérêt c'est surtout de donner des ordres de grandeur à la fin. Donc je peux renseigner, si jamais je suis pas d'accord avec ça d'ailleurs, je peux renseigner mes capex personnalisés. Je peux personnaliser mes capex et d'ailleurs je peux aussi personnaliser mes opex. Donc fonds propres 20 000 € par exemple, je peux rajouter si j'ai des subventions ou non, le taux d'intérêt sur mon prêt et la durée d'amortissement. Donc par exemple ici on va mettre 12 années. Et à la fin, en fait, je décide avant d'avoir le résultat, soit je fixe un prix de vente du CO2, enfin je fixe un TRI, un objectif de rentabilité à mon projet, et ça va me donner le prix de vente cible à laquelle je dois vendre mon CO2. Soit j'ai un prix de vente en tête parce que j'ai déjà discuté avec un consommateur potentiel et je vois quelle est la rentabilité du projet. Donc par exemple, si on se passe du point de vue client et qu'on a un client encore une fois qui est prêt à acheter le CO2 110 € la tonne, je lance le calcul et là effectivement la calculette me dit prix CO2 trop bas, c'est-à-dire qu'on a un TRI négatif. Donc là ça veut dire clairement il faut que je négocie. Par exemple, je dis bah écoutez en fait à 110 € ça marche pas, c'est plutôt 120 €. Ça ne marche toujours pas. Donc on voit que là on est sur un projet qui n'est pas intéressant. Donc on peut itérer, par exemple, effectivement se dire bah ce qui coince c'est peut-être la distance, c'est peut-être le fait que j'ai pas assez de CO2 à valoriser. Ça permet d'itérer, etc. Par exemple, on peut se dire bah sur un petit projet, je vais plutôt faire de la canalisation, encore une fois, rester plutôt sur de la courte distance. Et là, si je lance le calcul, vous voyez, alors si je vais plutôt dans un prix de vente à 110 €, comme on s'était fixé, là on est sur un TRI de 11% par exemple, avec un résultat net de 32 000 €. Donc là on est sur un projet qui est rentable. Bon voilà, c'est très rapide, on va pas simuler tout ce qu'on peut faire, mais voilà un peu ce que peut faire la calculette et vous donner donc une appréciation de l'intérêt ou non de valoriser du CO2. Je te redonne la main du coup Alice pour la conclusion ou les questions. Merci Bastien. C'est Sandrine qui va assurer la conclusion. Oui, bah avant la conclusion, je pense qu'on peut peut-être répondre à quelques questions.
parce qu'il y en a eu pas mal de complémentaires. Il nous reste encore maximum 20 minutes. Moi, j'ai besoin juste de quelques minutes pour la fin. Donc, je ne sais pas, Alice, tu veux reprendre des questions peut-être qui n'ont pas été encore répondues? Est-ce que tu en as identifié qui sont particulièrement intéressantes? Enfin, elles sont toutes intéressantes, pas de mauvaises questions. Oui. Alors, il y a quelques questions qui sont liées à la calculette directement pour Bastien, notamment la question de quelle distance peut être envisagée pour une mutualisation des transports dans la calculette. Est-ce qu'il y a des limites? Ouais, alors pour la mutualisation du transport, il n'y a pas de limite de distance. En fait, c'est plus ça. Après, en fait, dans notre calculette, quand vous êtes sur du très longue distance, il va y avoir des coûts de nuitée du transporteur, par exemple, qui vont être pris en compte. Donc, vous allez sur un coût de transport qui va commencer à augmenter à certains seuils. Après, pour la mutualisation, c'est vrai qu'on fixe un paramètre, c'est-à-dire distance quand on sélectionne donc le camion, distance entre le consommateur et l'unité de méta. Donc, si vous mutualisez le transport avec quelqu'un d'autre, l'objectif, c'est de mettre la distance moyenne entre les deux unités et le consommateur ou les consommateurs visés. Effectivement, on n'a pas une calculette qui permet de simuler vraiment en détail le trajet type durant l'année et du coup la quantitative de kilomètres. On est resté sur quelque chose de très simple. Mais en termes de distance, voilà, il y a pas de limite particulière. Alors après, c'est la question. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Raisonnablement, on va dire. Il y a des questions aussi qui sont plus sur la concrétisation de ces démarches de valorisation de CO2. Donc, je ne sais pas si il n'y a pas eu vraiment de réponse dans le chat. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui pourront l'avoir. Aussi bien sur la part d'unités de méthanisation qui se lancent dans ce type de projet que sur la possibilité aujourd'hui de financer ce type d'investissement, notamment par des établissements bancaires. Je peux répondre si vous voulez. La part aujourd'hui, elle est très très faible. Hein. C'est quelques projets. Évidemment, tout le monde peut y réfléchir et s'intéresser au sujet, mais sur des projets élaborés, il y en a très peu, enfin relativement peu. Et les établissements bancaires, bien entendu, sont capables de financer ces installations dès lors qu'on a démontré évidemment la rentabilité. Les établissements bancaires vont s'appuyer bien entendu essentiellement sur le contrat de vente et donc les conditions de ce contrat, la durée évidemment de ce contrat qui doit correspondre idéalement à la période qui a été choisie pour amortir les installations. Donc c'est évidemment comme d'habitude le business plan qui va parler et qui va faire en sorte que la banque financera ou ne financera pas. Merci pour cette réponse, Jackie. Pour compléter, il y a je ne sais plus à quelle date se terminait, je crois que c'est fini, l'appel à projet GRDF pour aider à ce type d'unité à se déployer dans différentes régions, notamment en région Aura, mais il me semble qu'il y avait d'autres soutiens qui étaient recherchés. Donc, il peut y avoir des financements annexes, on va dire, parce qu'on est encore sur quelque chose qui n'est pas totalement entré sur le marché. Donc, il peut y avoir des aides à l'innovation qui viennent s'ajouter à ces différents sujets. Il y avait une question sur l'absorption physique avec des bicarbonates, bicarbonate de soude et compagnie. Ça fait partie des possibilités, notamment pour ajouter du carbonate et ensuite ressortir le CO2 ou pour le transporter ou pour l'utiliser tel quel. Ça fait partie des options qui sont actuellement disponibles, mais pas forcément très largement utilisées. Il y a une question qui était assez intéressante, qui s'intéresse un peu à tout le monde sur la possibilité de mutualiser les technologies et les marchés à l'échelle d'un territoire pour profiter de l'économie d'échelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, territoire, c'est toujours un peu flou. Mais... Est-ce que l'on parle de mutualiser une unité de purification, liquéfaction à partir de plusieurs sources de gaz de purge, de off-gaz? C'est ça la question? C'est assez large, donc je pense que c'est bel
Mutualisation de technologie et de marché. Alors, mutualiser en un seul point la liquéfaction et la purification de CO2 issus de plusieurs méthaniseurs, c'est paraît assez compliqué dans le sens où il faudra donc transporter déjà à l'état gazeux, compressé le off-gaz, et donc on va avoir quand même un surcoût significatif. Pourquoi pas? Enfin, je dirais que tout peut s'étudier. On n'a pas eu l'occasion de notre côté de travailler ces questions-là. Ça me paraît assez complexe comme ça en premier abord, hein, sachant que c'est pareil, on a la valorisation du méthane qui est récupéré, qui fait partie aussi de l'équation économique, et donc elle paraît évidemment plus difficile. On ne va pas retourner le gaz enrichi dans les camions. Donc il y a peut-être des solutions, mais elles me paraissent pas très simples. Alors, pour le coup, c'est une option qui est portée par la start-up Sublime Energy, de faire un genre de collecte comme une tournée de laitier pour récupérer du biogaz brut, le transporter sur un unique point qui va faire aussi bien l'épuration du biométhane que la purification du CO2. Donc, c'est une start-up dont je ne suis pas très précisément le développement et qui avait une histoire de pilote en cours de projet. Donc, c'est une question qui se travaille en tout cas. D'accord. Oui, il est évident que si on a déjà ramené tout le biogaz au même endroit, oui, on peut. S'il y a déjà mutualisation de l'épuration, il peut évidemment y avoir mutualisation de la filière CO2. D'accord. Voilà, c'est sur cette idée-là. Donc effectivement, c'est pas juste la purification du CO2, c'est à partir de l'épuration qui elle-même est déjà commune. Alors, on nous pose la question de la viabilité de la méthanation du CO2 sur site pour ne produire que du méthane afin de l'injecter dans le réseau. La problématique dans ce cas-là, la principale problématique, alors déjà d'une part, c'est d'avoir une unité de méthanation qui corresponde au dimensionnement CO2, ce qui est aujourd'hui pas extrêmement courant, mais en cours de développement. Et l'autre problématique, c'est d'avoir un hydrogène à un coût raisonnable, sachant que la principale ressource d'hydrogène renouvelable, c'est la transformation des excédents d'énergie électrique renouvelable sur le réseau. Et ça, en France, ça ne concerne pas beaucoup d'heures de fonctionnement par an. Et compte tenu de l'évolution du réseau électrique, il paraît peu probable que ça représente beaucoup d'heures dans les années qui viennent. Donc la problématique d'avoir un flux d'hydrogène qui soit variable et pour quelques centaines d'heures par an vis-à-vis d'un flux de CO2 qui lui est relativement constant au fil de l'année, ça rend la conciliation des deux pas forcément évident pour faire tourner un méthaneur de façon pertinente économiquement. Et pour plus de détails sur la méthanation, je vous invite à consulter la page que j'ai partagée sur le webinaire qui a eu lieu hier avec mes collègues du Power2Gas. Mais oui, ça fait partie des options pour tenir les objectifs de gaz renouvelable, avec cet enjeu-là de gestion de la saisonnalité ou de l'intermittence des différentes ressources. La liste des polluants à analyser sur le biogaz, ça fait partie des objectifs de l'analyse en cours à Métatrail. Vous trouverez dans le guide CO2 dont j'ai pas partagé encore le lien, mais qui est lié sur la page ressources valorisation du CO2, la liste entière des polluants recherchés dans le référentiel EGA de l'association, notamment qui est utilisée par la norme alimentaire. Le traitement aval, c'est-à-dire que vous entendez si on parle de la purification, Jackie a beaucoup parlé notamment des différentes huiles de compresseur et des différentes impuretés qui peuvent exister dans le biogaz brut, qui sont les impuretés, je dirais, classiques, pour lesquelles il existe déjà des pré-traitements. Bon, ouais, je peux compléter Alice sur ce sujet. Côté GRDF, on avait fait avec Electrigène une campagne d'analyse des off-gaz de certaines unités de méthanisation, justement pour voir un peu la composition de ces off-gaz et notamment le niveau de pureté du CO2. On est sur 5 sites, on termine les 2 derniers sites cet été. Et voilà, si on a l'accord des porteurs de projet, on pourra effectivement partager plus largement les résultats. Mais dans les grandes lignes, on est sur des off-gaz qui sont très riches en CO2, plus de 98% de CO2.
et un taux de CH4 qui tourne entre 1 et 2%. Donc, et tous les autres composés, effectivement, sont très minoritaires. Merci. Justement, la question des contraintes réglementaires concernant la provenance du CO2. À l'heure actuelle, pour l'instant, ça n'a pas été particulièrement identifié ou constaté parmi les sujets. Il y a une contrainte d'ordre d'image et de réputation qui peut intervenir avec certains acteurs qui sont réticents à incorporer des matières provenant de déchets, quel que soit le traitement qu'elles aient pu recevoir. Mais il n'y a pas de contrainte réglementaire, notamment du fait que le biométhane qui est injecté dans le réseau a été largement étudié, notamment par l'ANSES, qui a conclu que ça n'entraînait pas de risque particulier à l'usage, en tout cas en usage gaz, notamment pour la combustion dans les chaudières et brûleurs de cuisine et autres. Donc pour le CO2, il n'a pas été constaté de risque particulier et cela couvre notamment le risque de trouver des micro-organismes, notamment différents types de pathogènes dans le CO2 liquéfié. Il y a peu d'analyses qui ont été faites sur les ciels gazeux, le biogaz brut, etc. Mais les quelques-unes sont plutôt assez peu, indiquent pas vraiment qu'il y a un risque de trouver des pathogènes dans le gaz, puisque l'essentiel se retrouve de toute façon dans le digestat, dans la phase pâteuse de la méthanisation, voire liquide. Donc, c'est pas un risque qui est beaucoup traité, contrairement à tout ce qui peut se passer pour les études sur les digestats et les enjeux d'hygiénisation. Oui, je rajouterais juste un petit point là-dessus. On a effectivement présenté les différents référentiels. Un sifflement. Les différents référentiels qui existent aujourd'hui et le référentiel EGA est le plus contraignant, c'est clair, en termes de nombre de composés traces cherchées, en termes de... il faudrait que vous éteigniez vos micros parce que j'ai un sifflement. Merci. En termes aussi de procédures, hein, de suivi, etc. Après, la norme qui existe au niveau européen, c'est bien la norme, la réglementation sur les additifs alimentaires, la E290, et quand vous la regardez, il y a très très peu d'informations dedans. Il faut qu'il y ait plus de 99% de CO2 et l'absence d'hydrocarbures notamment, mais elle ne fait pas état non plus de la provenance du CO2. Donc aujourd'hui, ce CO2, il provient d'industrie, hein, clairement. Donc bon, est-ce qu'un jour ça va évoluer? Peut-être, on ne sait pas. Mais comme disait Alice, aujourd'hui, le souci, ça peut être un problème d'image, tout simplement, sans forcément qu'il y ait une réglementation y rattachée. Je vais peut-être passer... Merci Alice. À la conclusion, à moins que tu veuilles dire quelque chose en plus. Non. Oui, donc en conclusion, déjà, je voulais remercier vraiment tous les participants parce que bon, on s'attendait à du succès, mais pas autant. Donc merci à tous pour votre présence. Je crois que j'ai pas mis la caméra, désolée. Merci évidemment aux conférenciers pour leur disponibilité qui n'est pas si évidente et leur préparation, leurs interventions qui sont de très grande qualité. Merci à tous ceux aussi qui ont réagi en live, en direct dans le chat. C'est toujours très intéressant de partager tous ensemble. Un grand merci au CTBM évidemment et en particulier à Alice pour l'organisation de cette conférence. C'est un super travail d'équipe et on espère que vous êtes satisfait du résultat. Vous pourrez trouver tous nos livrables prochainement sur les différentes plateformes des membres du CSF. Donc normalement, on devrait avoir, voilà, merci. Donc le guide des spécifications épuration du biogaz, le guide pour la valorisation du CO2, le catalogue des offres épuration biogaz et purification du CO2, pardon, la calculette comme le disait Bastien, les analyses qui seront rendues publiques également. Donc tout ça devrait
toute l'information sera diffusée par les canaux habituels, par les lettres d'information, et nous diffusons aussi via le site évidemment AT2E, CTBM, dont Alice a donné les liens dans le chat, le site de GRDF et le site de Biogaz Vallée, qui est un des pilotes du GT Industrialisation du CSF. Voilà, mais je vous remercie toutes et tous pour tout ce travail, pour votre présence, et à bientôt avec de beaux projets. Merci Sandrine.